Alors en manchette aujourd'hui, Véronique Yvon continue de plaider pour un tribunal dédié et la mairesse de Berthierville procède à l'inauguration des Jeux d'eau. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du lundi 20 juillet. La députée péquiste de la circonscription de Joliette, Véronique Yvon, avait lancé l'idée de la mise sur pied d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle, un tribunal entièrement dédié à ça, et avec la plus récente vague de dénonciations sur les réseaux sociaux de gestes à caractère sexuel posés sans le consentement des victimes, cette idée lancée par Véronique Yvon revient à l'avant-plan. Nous avons rejoint Véronique Yvon vendredi matin par vidéoconférence pour en discuter. Voici notre entretien à ce sujet. La députée péquiste de la circonscription de Joliette, Véronique Yvon, avait lancé l'idée de la mise sur pied d'un tribunal spécialisé en matière d'agression sexuelle. L'ancienne ministre de la Justice, Sonia Lebel, avait montré de l'ouverture à cette idée, tout comme le premier ministre Legault l'an dernier. Et avec la plus récente vague de dénonciations sur les réseaux sociaux, nous avons pensé vérifier avec Véronique Yvon comment cette idée continue de cheminer. Bonjour, Madame Yvon. Bonjour. D'abord, pouvez-vous nous rappeler l'origine de cette idée de tribunal dédié et les étapes franchies jusqu'à présent? Oui, en fait, c'est une idée que j'ai mis de l'avant il y a maintenant un peu plus de 2 ans, à l'occasion du 8 mars en 2018. On était dans la foulée du mouvement Moi aussi. Et je me suis mise à me pencher sur ce qui pouvait se faire de mieux, les initiatives qui étaient intéressantes dans le monde. Et j'ai constaté que cette idée d'un tribunal dédié aux violences à caractère sexuel, aux violences conjugales, était une idée qui était présente à certains endroits avec des résultats intéressants, notamment un meilleur sentiment de confiance pour les victimes. Donc, je me suis penchée là-dessus et j'ai mis cette idée de l'avant et ça a eu beaucoup de résonance parce que on dénote évidemment un manque de confiance des victimes à l'égard du système de justice. C'est pas le seul problème, mais ça en est un. Et je pense que d'envoyer un signal qu'on aurait une chambre dédiée, une instance dédiée pour ce type de violence-là, de crimes-là qui sont très, très spécifiques, notamment parce que c'est généralement la victime qui porte à elle seule toute la preuve. Donc, elle est à la fois la personne la plus traumatisée, la plus impactée des gestes, mais c'est également elle qui doit revivre tout ça et porter toute la preuve devant un éventuel tribunal. Alors, je pense que d'avoir une spécialisation des acteurs du système pour bien connaître les règles juridiques, mais aussi les impacts psychosociaux de ce type d'agression-là sur la mémoire, sur les témoignages, sur les agissements des victimes, c'est un plus. Puis d'avoir des règles de pratique qui peuvent être adaptées à la réalité des victimes, c'est aussi quelque chose qui est intéressant parce que je pense qu'on est tous conscients que le système de justice criminelle n'a pas été fait dans un premier temps pour ce type d'agression-là. On est loin des vols et des fraudes quand on parle de témoignages et de réalités aussi intimes et complexes. Et justement, vous aviez entamé des discussions, entre autres, avec Sonia Lebel, l'ancienne ministre de la Justice, à ce niveau. Quelles sont les étapes qui ont été franchies avant qu'il y ait le remaniement ministériel? Oui. Bien, ce qui est très intéressant, c'est que moi, c'était vraiment dans la foulée de l'affaire Roson par la suite, à peu près 6-8 mois après que j'en ai parlé pour la première fois, que j'ai ramené l'idée de l'avant parce qu'il y a eu énormément de consternation qu'il n'y ait qu'une seule accusation de retenue, une seule plainte, en fait, de retenue. Et j'avais interpellé la ministre de la Justice en disant qu'on ne pouvait pas se contenter de dire que le système était là et que les victimes devaient se tourner vers le système quand de toute évidence il y avait des problèmes, qu'il fallait se creuser les méninges sur cette idée-là de tribunal spécialisé, mais aussi plus largement, parce que ce n'est pas toutes les victimes qui veulent aller dans le système de justice criminelle non plus. Et donc, de voir comment on pouvait mieux les accompagner. Et Sonia Lebel a saisi ma main tendue
et on a décidé de former un comité transpartisan en invitant aussi des représentantes de chacun des deux autres partis d'opposition. Et donc, on travaille depuis plus d'1 an ensemble et on s'est adjoint un comité d'experts, là, vraiment avec des gens autant du milieu universitaire qui ont fouillé ces questions-là que du réseau judiciaire, donc procureurs, juges, policiers et aussi des victimes. Et ces travaux-là vont très bien, on travaille fort, ça avance bien, les experts travaillent très, très bien, très fort et il devrait là, y avoir des suites cet automne concrètes. Mais il y a déjà eu des suites. Alors, pour les victimes qui pourraient nous écouter puis qui se disent quand les choses vont-elles changer, ben, je leur dis de garder espoir malgré leur découragement ou leur colère. Il y a des choses déjà qui se sont mises en branle, comme cette idée chez Juripop, donc une clinique d'aide et d'information juridique. On a dit que c'était vraiment important, on a jugé que c'était vraiment important de ne pas attendre toutes les recommandations du comité, de tout de suite agir pour mettre sur pied, en finançant cette initiative-là, une clinique juridique. Donc, les victimes peuvent appeler ou remplir un formulaire sur le site web de l'organisme pour avoir des conseils, pour savoir qu'est-ce qu'il en est de mes droits, qu'est-ce qu'il en est de mes recours potentiels. Si je décide de porter plainte à la police, qu'est-ce que ça implique, dans quoi je m'embarque? Si je ne suis pas encore confortable avec ça, est-ce qu'il y a des poursuites au civil possibles? Il y a aussi la commission des droits. Est-ce que si je veux juste, pas juste, mais si je veux d'abord et avant tout des excuses ou une reconnaissance de tort de l'agresseur, est-ce que c'est possible? Donc, Juripop est là pour mettre en contact les victimes dans toutes les régions du Québec avec un conseiller, un avocat, une avocate pour répondre aux questions, expliquer ce qu'il en est. Alors ça, c'est quelque chose qui est très aidant. D'ailleurs, par les temps qui courent, dans la vague de dénonciation qu'on vit en ce moment, Juripop indique qu'ils sont vraiment, vraiment assaillis de demandes et c'est un bon signe. Donc, le fameux comité transpartisan n'a pas été dissous parce que Mme Lebel non. A changé de portefeuille, de responsabilité. Il y a un changement de ministre sur le comité parce qu'elle est rendue au Conseil du Trésor. C'est maintenant la ministre Isabelle Charret qui est responsable de la condition féminine, qui donc siège avec nous et on a eu une première rencontre donc avec la nouvelle ministre pas plus tard que mardi. Alors, avec elle et avec les coprésidentes du comité d'experts, donc les travaux se poursuivent selon l'échéancier prévu. Et pensez-vous pouvoir compter sur l'appui du nouveau ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, pour aussi là, appuyer ce comité et accueillir favorablement les recommandations qui seront faites, comme vous dites, probablement à l'automne? Oui, ben, j'ai bon espoir. Évidemment, tous les débats ne sont pas terminés dans le comité. Les recommandations ne sont pas encore formulées, mais je l'ai entendu lui-même évoquer le fait que j'avais mis de l'avant une proposition de tribunal spécialisé et qu'il allait regarder ça. Donc, je trouve ça encourageant. À l'époque, François Legault avait également dit, quand cette proposition-là est revenue sur la table en décembre 2018, qu'il allait regarder ça également. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendent les éventuelles recommandations qu'on va faire, mais malgré ça, cette idée continue très certainement à faire son chemin. La preuve, c'est qu'on en parle encore cette semaine. Je pense que c'est normal avec ce qu'on vit en ce moment là, comme mouvement de dénonciation. Et plusieurs y font référence. Donc, l'idée chemine, l'idée avance et je travaille très fort pour qu'elle puisse se concrétiser. Le premier ministre Legault a dit en conférence de presse cette semaine que son nouveau ministre de la Justice allait étudier comment rendre le témoignage des victimes plus simple. C'est dans le sens de ce que vous dites ou c'est autre chose aussi? C'est au niveau du début de recommencer à recueillir les dépositions des personnes qui portent plainte et tout ça? C'est une bonne question. En fait, il y a différentes manières pour, je dirais, mieux accompagner, faciliter la vie des victimes. Le tribunal spécialisé en est une, dans la mesure où, en ayant une chambre, on parle d'un tribunal spécialisé comme si on allait bâtir là, un nouvel édifice. Là. Il ne faut pas penser que c'est ça. En fait, c'est d'avoir une instance dédiée, par exemple, à l'intérieur de la chambre criminelle,
de la Cour du Québec ou une chambre dédiée, mais en fait une instance où on aurait des gens spécialisés, formés spécifiquement pour ça, et des règles de pratique. Donc, je viens à votre question plus précisément. Pas les règles de fond. Des fois, les gens disent il n'y aura plus de présomption d'innocence, le fardeau de la preuve ne sera plus le même. C'est pas ça l'idée, là. Les règles de fond demeure. D'ailleurs, malheureusement, le Québec n'a pas compétence sur le code criminel, c'est une compétence fédérale, mais nous, on a compétence pour l'organisation des tribunaux, les règles de pratique, donc comment ça se déroule une instance, comment on peut accompagner une victime, comment on peut lui faire de la place. Et l'idée d'un tribunal spécialisé, au-delà de la spécialisation et de la formation, c'est aussi de pouvoir adapter les règles de pratique pour tenir compte de la réalité très spécifique. Donc, notamment en matière de témoignage, pour faciliter le confort, la sécurité de la victime, qu'elle puisse témoigner dans une pièce séparée, de manière virtuelle. C'est quelque chose qui se fait déjà, mais il faut que la victime le demande. Encore une fois, c'est beaucoup, beaucoup de fardeau sur les épaules de la victime et ce n'est pas courant ou déployé partout au Québec, malheureusement. Des fois, on entend des gens nous parler de Montréal, mais ce qui existe, certaines initiatives à Montréal ne sont pas nécessairement présentes partout au Québec. Donc, c'est important de garder ça à l'esprit, qu'elles puissent être mieux accompagnées aussi par des services psychosociaux, y compris, donc, pendant l'instance, qu'elle puisse avoir un rôle plus actif aussi en matière de sentence. On sait qu'il y a une possibilité que les victimes puissent, par exemple, proposer un témoignage, déposer une lettre en matière de sentence pour dire ce qu'elles ont vécu, au-delà du simple interrogatoire et contre-interrogatoire qui sont très juridiques, qu'elle puisse expliquer ce à quoi elle s'attend et ce qu'elle souhaiterait du système et ce qu'elle a vécu. Mais malheureusement, encore une fois, c'est quelque chose qui est très, très peu fréquent parce que la victime doit le demander. C'est pas normal, on doit faire de la place à la victime, lui faciliter la vie. Donc, j'espère que c'est à ce type d'éléments-là que réfléchit ou que le premier ministre souhaite que son ministre de la Justice réfléchissent. Mais il faut aussi faire de la place, je pense, pour une espèce de guichet unique en amont de tout ça, un peu comme ce qui se fait à Jury-Pop. Jury-Pop, c'est d'un point de vue juridique, mais que ce soit vraiment généralisé pour que lorsqu'une victime commence à se demander ou sur le coup même d'une agression, est-ce que je devrais aller au poste de police, que ça ne soit pas la seule porte d'entrée. Parce que ça peut être très effrayant, très angoissant de dire je vais aller cogner au poste de police, puis qu'est-ce qui va m'attendre par la suite? Est-ce que j'en ai pour des années donc d'édale judiciaire? Comment ça va se passer? Est-ce que je devrais être conseillée avant sur comment je vais faire ma déposition? Donc, tout ce type de questions-là, mais aussi de pouvoir accueillir la victime en lui disant, oui, c'est une avenue, mais tu n'es pas obligé non plus. Il y a peut-être d'autres avenues pour toi selon ce que toi, tu recherches. Et d'avoir aussi toutes les ressources psychosociales qui puissent être facilement accessibles pour que la reconstruction psychologique de la victime puisse se faire de pair avec son cheminement juridique aussi. Madame Yvon, vous êtes à la base une personne qui a une formation en droit avant d'aller en politique. Vous avez évoqué tantôt la présomption d'innocence. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire, selon vous, pour justement bien tenir compte de la présomption d'innocence, tout en invitant les victimes à ne pas garder le silence devant des gestes inacceptables? Là, il y a eu des dénonciations, dont certaines qui sont anonymes. Et j'entendais hier une journaliste spécialisée en affaires juridiques de Radio-Canada à la radio qui disait qu'il y a un peu de confusion parce qu'il y a plusieurs types de gestes qui ont été posés, qui sont mis un peu sur le même pied. Et puis, des fois, ce n'est pas toujours évident de savoir est-ce que les gens vont faire la part des choses là-dedans. Si peut-être qu'il y a des gens qui peuvent se retrouver à avoir une réputation ternie sans avoir la chance de se défendre. Oui. Bien, je pense que le seul fait qu'on en parle et qu'on se pose... Oui, je pense que le seul fait qu'on en parle et qu'on se pose des questions, déjà, c'est sain. Et ça montre que les gens font bien la part des choses aussi entre ces dénonciations-là et des plaintes formelles dans le système de justice. Alors, quand on voit le débat en ce moment qui a cours, moi, je pense que ça nous permet d'avancer, de se poser toutes ces questions-là. Je pense que, bien sûr, la grande majorité des gens vont convenir que c'est pas l'idéal, y compris les victimes vont convenir que c'est pas l'idéal, mais il faut noter ce que ça fait ressortir, c'est-à-dire beaucoup, un sentiment d'impuissance, un ras-le-bol,
des frustrations, de la colère, beaucoup de détresse aussi. Donc, quand on est en poste de responsabilité, comme les élus le sont, je pense qu'il faut prendre acte de ça et prendre acte aussi de la prévalence du fait que ces crimes-là, on parle de violence sexuelle, on parle de crimes, on parle aussi d'inconduite sexuelle. Donc, il y a tout un spectre, c'est vrai, mais il y a une portion qui relève, qui est vraiment des crimes, donc sanctionnables par le Code criminel et nos tribunaux. Puis il y a beaucoup aussi de harcèlement en milieu de travail qui appellent des mesures aussi en milieu de travail. Il y a des dommages qui sont causés. Donc, il faut prendre acte, comme j'entendais là, certains juristes le rappeler cette semaine, que c'est un des rares crimes qui n'est pas en diminution dans la société. Et malgré les 2 précédentes vagues et la conscientisation, et on pense qu'on fait plus d'éducation, puis à quel point on a parlé de l'importance du consentement et tout ça, on voit que ça continue à être très prévalent, à être très présent, pour ne pas dire omniprésent. Donc, il faut transformer, je pense, toute cette indignation, cette colère, ce ras-le-bol-là en des actions et en des changements profonds et concrets. En tout cas, moi, je me sens habitée d'une très grande responsabilité à cet égard-là parce qu'il y a beaucoup de détresse, de dommages, de traumatismes qui sont vécus. Puis, on doit trouver des moyens de faire reculer ce fléau-là véritablement. Alors, encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler. D'autres choses que vous voulez ajouter en terminant? Non, je pense que c'est complet. Puis, j'invite toutes les victimes qui peuvent être bouleversées par ce qui se passe en ce moment, qui ont des questionnements en ce moment, à soit contacter, il y a une ligne 1-800 agression sexuelle, de contacter un CALAC pour du soutien psychosocial ou, bien sûr, si on se pose des questions sur nos recours juridiques, nos droits, comment on peut se débrouiller dans tout ce système-là, de contacter Juripop qui peut vraiment être d'une grande aide et tout ça est gratuit et confidentiel. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 5 657 décès reliés à la COVID-19, soit 10 de plus que lors de notre dernier bulletin vendredi. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 251 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. C'est 9 de moins que vendredi. 17 personnes se retrouvent aux soins intensifs. Bien sûr, en raison du coronavirus, c'est 1 de plus que vendredi. Et la région de la Naudière compte maintenant 4 400 tests positifs à la COVID-19. C'est 55 de plus que vendredi. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce lundi 20 juillet, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un joyeux anniversaire à Claude Caillé et Raymonde Chapdelaine, tandis que l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite une très belle fête à Cynthia Thibault. Cynthia Thibault, oui. Sans oublier que l'on souhaite un bon anniversaire à Maryse Coulombe de la part de ses parents, sa sœur et son frère. Alors, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Culture maintenant. La ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, a annoncé aujourd'hui à Bécancour que le gouvernement du Québec injectera 15 millions de dollars en 2020-2021 pour assurer la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux sur l'ensemble du territoire québécois. Alors, l'argent sera consacré à la restauration d'immeubles et d'objets patrimoniaux à caractère religieux. Les 15 millions versés serviront plus précisément à la restauration de 62 bâtiments
et 3 orgues répartis dans plusieurs régions. Alors, nous avons tenté d'obtenir la liste des projets retenus par le ministère et l'équipe des communications nous a répondu que le gouvernement procéderait dans les prochaines semaines à une série d'annonces relativement aux bâtiments qui seront restaurés. Alors, il va falloir attendre avant de savoir quels seront les bâtiments qui auront la chance de bénéficier de ce financement. Le programme visant la protection, la transmission et la mise en valeur du patrimoine culturel à caractère religieux permet de financer jusqu'à 80 % des coûts des projets. Et lors de l'annonce, la ministre a souligné que le patrimoine culturel à caractère religieux est intimement lié à notre histoire et à notre identité, et il est au cœur de nos villes et villages, et restaurer les bâtiments et leurs objets nous permettra d'en préserver les attraits historiques et de contribuer à la fierté des communautés qui les ont vus naître. Fin de la citation de Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications. On revient plus près de chez nous maintenant. C'est finalement vendredi dernier, en fin d'après-midi, que la mairesse de Berthierville, Suzanne Nantel, en compagnie de plusieurs membres de son conseil, ont procédé à l'inauguration officielle des nouveaux jeux d'eau tant réclamés par certains citoyens. Alors, la nouvelle attraction au Parc La Ferrière, tout près de la piscine municipale, comprend 6 modules de différentes hauteurs ainsi que plusieurs jets du sol. On y retrouve notamment la Grande Vague, une gigantesque roue bleue dont le contenu se déverse sur quiconque osera la braver. Et les jeux visent plus spécifiquement les enfants de moins de 12 ans et sont facilement accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Les jeux d'eau sont accessibles à tous gratuitement. Ils sont ouverts entre 10h et 20h tous les jours jusqu'en septembre, bien sûr selon la température. Et la programmation officielle des jets sera finalisée dans quelques jours afin de dynamiser la séquence des jets et d'ajuster la pression de l'eau. C'est ce qu'a précisé la mairesse Nantel par voie de communiqué. Il y a un aménagement urbain qui complétera également cet espace de rafraîchissement qui plaira aux petits comme aux plus grands, a poursuivi la mairesse. Rappelons que cet aménagement a nécessité un investissement de plus de 320 000 $ et de ce montant, il y a une importante contribution de 162 000 $ qui provient du programme d'aide aux collectivités rurales de la MRC d'Autrey. Et la municipalité demande d'y respecter les mesures sanitaires en vigueur, notamment de ne pas utiliser les équipements si l'on présente des symptômes grippaux, de respecter la distanciation sociale et de se laver les mains fréquemment. Alors, une attraction à découvrir à Berthierville. Cela dit, nous passons maintenant à notre seconde pause. Comme vous le savez, les services pour certaines personnes décédées au début de la crise de la COVID-19 ont débuté. C'est le cas notamment pour France Sylvestre, décédée au CHDL de Saint-Charles-Borromée le 8 avril dernier à l'âge de 54 ans. Elle était la fille de Jean-Paul Sylvestre et de Daniel Giroux, demeurant à Saint-Cuthbert et native de Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil, outre ses parents, ses oncles et tantes, Céline Sylvestre et son conjoint Paul Laforêt, Alain Sylvestre et sa conjointe Gisèle Lavallée, sa filleule Chloé Sylvestre, ainsi que plusieurs cousins et autres parents et amis. La famille tient à remercier l'Association des aidants naturels et en particulier Karine Rattel pour son soutien envers la famille. Et la famille accueillera parents et amis ce vendredi, le vendredi 24 juillet, de 19h à 21h, ainsi que le samedi 25 juillet, dès midi, au complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville, et suivra une liturgie de la parole samedi à 14h en la chapelle du complexe. Maintenant, au CHUM de Montréal, le 28 avril, à l'âge de 94 ans, est décédé M. Roger Dolbec, époux de feu Claire Pelletier, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Zénon. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyne Dolbec, Guy Dolbec, Francine Dolbec et son conjoint, Raoul Soucy, Yvon Dolbec, Nicole Dolbec et son conjoint Alain Lambert, Jeannot Dolbec et sa conjointe Manon Lucier, Denis Dolbec et sa conjointe Francine Roy, Lynne Dolbec et son conjoint Serge Demers,
de même que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère Gaston Delbecq et sa conjointe Yolande Lafleur, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce samedi, le samedi 25 juillet, dès 10h30 à 11h, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier et suivront les funérailles à 11h. Et les cendres de M. Delbecq seront déposées ensuite au Colabarium de Berthierville. Maintenant, au centre hospitalier Pierre Le Gardeur, le 19 avril, à l'aube de ses 76 ans, est décédée Mme Louise Lontin, demeurant à Saint-Gabriel-de-Brandon. Lui ont précédé sa sœur Gisèle et ses frères Jean-Guy et Gilles. Elle laisse dans le deuil ses fils, David Destrempes et sa conjointe Nathalie Racine, Mathieu Destrempes, le père de ses fils, Feu André Destrempes, ses sœurs et son beau-frère, Rachel Lontin, Thérèse Lontin et son conjoint Peter Jaslow, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille vous accueillera ce dimanche, le dimanche 26 juillet, de midi à 14h30, complexe funéraire Efterio du 741 rue Notre-Dame à Berthierville et suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Maintenant, au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 15 juin, à l'âge de 93 ans, est décédée Mme Claire Barthes, épouse de feu Claude Plante, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie Plante, Linda Plante et son conjoint Christian Danfous, Gaëtan Plante et son conjoint Jean Sylvestre. Elle laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants, Nancy, Roxane, Véronique, Claude, Stéphanie, Raphaël et leurs conjoints et conjointes, de même que ses arrière-petits-enfants, Charlie, Anaïs, Damian, Mayra et Nolan. Elle laisse aussi dans le deuil son beau-frère, Marcel Plante, Feu Lucienne Latulippe et Feu Lucienne Chevalier, Marie-Blanche Bergeron, Feu Lucien René Plante, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et la famille accueillera parents et amis lundi, le 27 juillet, en l'église Sainte-Geneviève de Berthier dès 13h et suivront les funérailles à 14h. Et Mme Barthes sera ensuite inhumée la même journée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola. Alors, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et aux amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Qui vous parle, on va parler de la météo comme à son habitude à cette heure-ci. Ce sera ensoleillé avec des passages nuageux comme c'était prévu pour le lundi après-midi. On voit que ces derniers temps, on est bien, c'est pas canicule, il y a des passages nuageux. Demain soir, pas trop chaud, pas trop froid. 7 degrés avec un ressenti de 17. Et pour le mardi matin, ce sera généralement ensoleillé. Ça va être une belle journée, pareil. On va être bien pareil. Il fera 18 degrés avec un ressenti de 18. Pour certaines personnes, ça pourrait être froid, mais je pense pas. Comme on est au Québec, déjà dans les alentours de 18-20, on est généralement bien. Il n'y a pas besoin de faire 30 degrés pour capoter. On va passer aux prévisions pour la qualité de l'atmosphère. Et la qualité de l'air, ce sera bon, vraiment généralement bonne. Pour les UV, comme il y aura des passages nuageux, ce sera bas. Sauf pour demain, probablement que ce sera un peu plus élevé parce que ce sera généralement ensoleillé. Pour le pollen, ce sera bas également. On va passer au bulletin pour les insectes. Et comme à son habitude, les mouches noires seront généralement faibles. Mais on va voir que les maringouins qui étaient élevés hier et en fin de semaine, on voit vraiment une diminution de ce côté-ci. Et ce sera généralement modéré, que ce soit pour les mouches à chevreuil et les maringouins. Je vous ai présenté la météo, c'était Célina de CTRB. Ça m'a fait plaisir de vous parler aujourd'hui et je vous dis à la prochaine pour un nouveau point météo. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.